Bonjour, je vous salue. Merci de l'intérêt manifesté à ma personne. Moi, c'est Maître Douli Montouloulou. Vous me posez la question par rapport à l'état de la démocratie en République du Congo. Je voudrais tout simplement vous faire dire, ou soit vous dire, que la démocratie ne peut se mesurer que par rapport aux indicateurs. Parmi les indicateurs, nous avons d'abord la liberté individuelle. Ça peut aussi être un élément pouvant permettre à ce que nous puissions jauger l'état de santé de la démocratie. Donc quand nous parlons de la liberté individuelle, directement nous faisons allusion à la justice. Or, comme tous nous savons, la justice élève une nation. Donc quand cette justice est malade, telle qu'est confirmée par le président de la République, je pense que tout pouvait bien être malade. Donc voilà ce que nous pouvons parler en ce qui concerne l'état de santé même de la démocratie en République du Congo. Dès lors qu'il y a dysfonctionnement, dès lors que le président de la République, c'est pour la première fois au monde, un président de la République qui va dire que sa constitution elle est mauvaise et que sa constitution serait l'œuvre des étrangers, et il a oublié que cette œuvre des étrangers pouvait bien être une œuvre des étrangers, parce qu'il y a tous les principes que les étrangers nous ont ramenés, et aussi toutes les constitutions du monde, nous n'avons que presque les mêmes principes, ou soit des différences qu'au niveau des systèmes politiques, et tous les systèmes politiques sont catégorisés avec des critères bien définis pour reconnaître tel système serait différent de l'autre système. Voilà, ça c'est le système présidentiel, c'est le système semi-présidentiel, c'est le système... Donc il y a que des principes déjà établis par des étrangers que nous avons récupérés et adaptés, et finalement, après avoir adapté, nous l'avons tout simplement soumis à l'approbation du peuple par référendum. Donc, un texte dès lors élaboré soi-disant par les étrangers, conçu par les étrangers, et finalement, quand le peuple l'accepte par le référendum, c'est le seul, ou soit parmi les mécanismes, sur les deux mécanismes que nous avons, l'élection et aussi les référendums, que le peuple donne son avis comme souverain primaire. Donc dès lors que le peuple aurait déjà donné son avis sur les textes, cet avis, n'est-ce pas, lit tout le monde, raison pour laquelle vous allez comprendre que lors de la remise et reprise de Kabila, qui était considéré comme un grand dictateur par l'UDPS, heureusement, l'ironie du sort, si avec Kabila que l'UDPS avait fait la remise et reprise, c'est sur base de cette même constitution que cette constitution est humiliée par le président, qui, du moins, selon l'article 74, avait prêté serment pour dire, moi, Félix Tshisekedi Tshilombo, je vais respecter, voilà, la constitution, mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte. Donc, tout ça, ça nous ramène à vous ramener à dire que l'état de santé de la démocratie en République du Congo est malade. Réellement, le chef de l'État l'avait bien dit, mais il n'a pas dit que c'était lui, le virus de cette maladie. Alors, voilà, à ce qui concerne notre fait Corneille Moulumba, je voudrais tout simplement présenter mes sincères condoléances à ces grands messieurs. Vous allez remarquer l'ingratitude de certains groupes politiques, quelqu'un qui a lutté avec vous, et j'ai appris des appels, quand il était malade, il faudrait faire des cotisations pour lui. Or, c'est une grande personnalité. Bon, je ne sais pas si c'est une revanche, parce que nous avons aussi vu le vieux Etienne Tshisekedi être bloqué à la morgue par un système, par un régime qui n'était pas tendre avec le vieux Etienne Tshisekedi. Ça peut s'expliquer. Lesquels Lambert Mende, aujourd'hui porte-parole du gouvernement hier, qui nous répondait pour dire que Etienne Tshisekedi ne méritait pas les honneurs dits à son rang. C'est le même monsieur que nous voyons aujourd'hui derrière Félix Tshisekedi en train de soutenir le régime de son fils. Donc, à l'instar de monsieur Moulumba, Corneille, je pense que ce monsieur méritait vraiment plus, parce que ce sont des gens qui ont lutté pour la démocratie ensemble avec le vieux Etienne Tshisekedi. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Même si nous partageons pas les mêmes opinions, mais je les suivais quand même lors de ces passages au niveau de votre émission Parlons Justice, Rendez-vous des auditeurs. Je suivais ces vieux. Vous sentez les idées. Donc je pense, moi peut-être à mon avis, c'est là aussi occasionne aussi cette déconsidération du régime de Félix Tshisekedi à l'égard de cette grande personnalité. Peut-être il était un peu indépendant, parce qu'il n'aime pas celui qui est indépendant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à ce niveau. Bon, écoutez, par rapport, je disais,
aux arrestations, à la liberté individuelle dont j'ai évoqué. Tout ça, c'était pour mesurer, pour jauger l'état de santé de la démocratie. Vous allez vous rendre compte que nous avons eu à suivre le briefing du ministre de la Justice, qui est censé être le conseiller juridique du gouvernement, mais il a eu du mal à expliquer les arrestations de certains activistes des droits de l'homme, de certains journalistes, de certains leaders d'opinion, perpétrés, n'est-ce pas, ces derniers temps par les services de cyberdéfense. Lesquels services, j'ai toujours dit, et je le dirai sans cesse, que c'est un service qui dépend directement du président de la République. Un service qui dépend directement du président de la République, en principe, ne devrait pas avoir dans son sein les OPJ. Parce que les OPJ, c'est le prolongement même du pouvoir judiciaire. Au départ, notre législateur a même voulu mettre les parquets sous le pouvoir judiciaire. Et ils ont compris, les politiciens ont compris qu'une fois les parquets sous le pouvoir judiciaire, directement le parquet va, n'est-ce pas, être placé aussi dans cette indépendance judiciaire, parce que le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir qui est indépendant, et selon l'article 151, on va même interdire au pouvoir exécutif de donner des injonctions. Alors, comme le pouvoir exécutif dirigé par les politiciens, souvent des délinquants, ils voulaient avoir une certaine protection. Or, pour avoir cette protection, on ne devrait pas avoir un organe qui recherche des infractions, qui est habilité à rechercher des infractions, être indépendant. Raison pour laquelle ils vont ramener les parquets sous tutelle du ministère de la Justice. C'est ce qui fut fait en 2011. Donc c'était suite à cette révision de la Constitution. Or, le législateur original de 2006 avait placé les parquets au pouvoir judiciaire pour permettre à ce que les parquets aient la possibilité, n'est-ce pas, dans l'exercice de sa mission de rechercher les infractions, être à mesure indépendamment, n'est-ce pas, d'agir. C'est-à-dire, il peut même aller vérifier, contrôler même les activités du président de la République, du Premier ministre et tout ça. Mais vous allez remarquer aujourd'hui, les parquets ne peuvent pas se permettre d'aller poser des actes sans avoir peut-être le blocus du ministère de la Justice, sans pourtant avoir la même mise. On pouvait bien comprendre que les parquets soient mis sous tutelle administrative, mais dans le cadre de l'action publique, moi je pense qu'il était nécessaire que les parquets soient toujours maintenus sous tutelle, en fait, maintenus dans le pouvoir judiciaire. Donc vous allez remarquer, je vous informe que le législateur de 2006, c'est-à-dire la Constitution de le départ, avait placé les parquets au pouvoir judiciaire. Du coup, vous allez remarquer même les mandats de comparution, c'est toujours marqué République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire. Donc, en principe, les parquets devraient se retrouver dans ces pouvoirs judiciaires pour permettre à ce que les parquets soient un peu dégagés. Mais du moins, administrativement, on comprend, les parquets peuvent être administrativement sous tutelle du ministère de la Justice dans les cas de fonctionnement, dans les cas de moyens, tout ça. Moi, je pense que c'est normal. Mais en ce qui concerne la recherche des infractions, un procureur doit être libre. Mais aujourd'hui, en République du Congo, c'est un peu difficile parce que le procureur est toujours bité, n'est-ce pas, devant cette présence des politiciens qui sont tous soit au niveau du pouvoir exécutif ou soit au niveau du pouvoir législatif. Du coup, le pouvoir judiciaire est embrigadé, c'est-à-dire, c'est comme j'ai toujours dit que le pouvoir exécutif prend en état le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire est incapable d'agir. Donc, c'est comme un enfant orphelin, c'est comme un enfant sans ressources. Or, dans une nation, c'est la justice qui élève la nation, et cette justice doit être objective, distributive même, mais notre justice, elle est sélective. C'est le pouvoir exécutif qui décide qui il faut poursuivre et qui il faut pas poursuivre. Donc c'est ce qui est regrettable. Donc c'est ainsi, vous allez remarquer, nous avons un premier ministre, et plutôt nous avons un ministre de la Justice qui va s'exprimer. Fort malheureusement, il n'a pas convaincu. Peut-être il va convaincre que ça lui-même, donc ça dit même sa propre femme, si elle est honnête, et que sa propre femme connaît vraiment l'histoire de la République du Congo, et puis si sa femme aussi connaît réellement les droits, elle peut aussi se permettre, même dans leur chambre, dire à son mari qu'ici tu as menti. Donc le ministre il va confondre les interpellations et les arrestations. Ici nous parlons des arrestations, parce que l'interpellation
c'est au niveau de leur forme juridique. Interpellation, elle est provisoire, elle peut se faire sans mandat, ça c'est vrai. Et contrôle d'identité peut donner lieu à une interpellation. Et finalement, après, quand on interpelle quelqu'un, on vérifie qu'il est en ordre, on le relâche. L'interpellation, c'est momentané. Voyez. Mais en ce qui concerne l'arrestation, c'est aussi dans leur forme juridique, on peut se distinguer. Dès lors que la détention est permanente, quand la détention devient avec l'intention de ne pas vouloir relâcher l'individu, que l'individu est maintenu en détention au-delà même. Oui, concernant les deux dates, nous avons le 16 janvier et nous avons le 17 janvier. Curieusement, ce sont des dates qui sont tellement proches. Et selon même l'histoire, nous avons appris que Mouzé n'était pas décédé le 16, plutôt c'était bien avant, c'est-à-dire voilà. Donc pour nous, les deux dates, ce sont des dates très très importantes et aussi liées à leur personnalité, c'est-à-dire au décès de ces deux messieurs. Nous avons Lumumba et nous avons Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors j'ai appris un débat au niveau de Kinshasa où on voulait réduire le nombre de fériés, et où on voulait même prendre les deux dates l'unifier pour célébrer les 2-0. Moi, je pense que pour moi, personnellement, ça ne poserait aucun problème. Et du moment où on pouvait aussi éviter à la République chaque fois d'avoir plusieurs fériés, ça aussi, quand on vous dit journée chômée payée, c'est-à-dire l'État perdu, certes, bien que c'est pas l'argent que moi je bouffe directement, c'est eux qui perdaient, pas moi. Parce que pour moi, entrée, sortie, entrée, ça ne me profite de rien. Les dettes, même au niveau de FMI, nous avons dit que ça ne profitait même pas au peuple congolais. Donc, réunir une journée pour célébrer les DEO et surtout qu'ils ont, une seule valeur en ce qui concerne protocolaire, en ce qui concerne tout un ordre a été, n'est-ce pas, créé en République du Congo pour récompenser ceux qui excellent dans l'ordre de Mzee Laurent Désiré Kabila, l'ordre national de Mzee Laurent Désiré Kabila et Lumumba. Bien que Félix Tshisekedi va commencer à octroyer ça à ses amis, comme le papa des pasteurs d'Allo, respect, hommage à ses papas qui étaient enseignants. Pour moi, tous les enseignants, moi-même aujourd'hui je suis enseignant, je me respecte, je respecte tous ceux qui ont aussi passé le temps d'enseigner les enfants. Félicitations à lui, mais je ne pense pas qu'ils méritaient réellement, parce qu'il y a des enseignants aujourd'hui qui ont totalisé 90 ans, qui sont, je prends un exemple d'un enseignant au niveau des Mbanzangu. Selon les informations, ce monsieur continue toujours à enseigner, bien son âge avancé. Voilà les gens qu'on peut bien honorer. Mais dire qu'il faut faire ça parce que son père, parce que c'est le père de notre pasteur, je pense que nous allons revoir tout ça prochainement. Donc, parlant de ces deux messieurs, vous devez comprendre que Lumumba est décédé, mais qui avait qualifié Lumumba d'un crapaud? N'est-ce pas Étienne Tshisekedi Lumumba? Qui, après, à un certain moment, lesquels partis actuellement en RDC qui humilie plus Mzee Laurent Désiré Kabila? C'est l'IDPS. Donc, vous allez comprendre que l'IDPS est en train de nous placer dans une trajectoire qui peut aussi nous permettre de ne pas honorer Étienne Tshisekedi Lumumba par rapport à sa lutte. Or, je pense que chacun de nous a sa force et puis a sa faiblesse. Donc, si Patrick Emery Lumumba ne s'entendait pas avec Étienne Tshisekedi, parce qu'Étienne Tshisekedi, c'était lui qui avait qualifié Lumumba d'un crapaud. Ça, c'est l'histoire. Si aujourd'hui, Mzee Laurent Désiré Kabila a été reproché d'avoir introduit les Rwandais, qu'ils signent aujourd'hui les contrats avec le pouvoir en place, aussi c'était une faiblesse. C'est normal, chacun de nous a une faiblesse. Alors ne nous poussez pas, messieurs et dames, de commencer aussi à humilier Étienne Tshisekedi, parce que nous avons aussi des éléments contre Étienne Tshisekedi. Mais quelqu'un qui est décédé, on doit quand même garder un hommage, on doit quand même garder un respect. Raison pour laquelle nous gardons aussi le respect à Étienne Tshisekedi. Mais, si l'IDPS continue à humilier Lumumba et continue à se permettre de donner une fausse histoire sur Mzee Laurent Désiré Kabila, eh bien, nous aussi, nous allons commencer à tirer sur Étienne Tshisekedi. Voilà ce que je peux vous répondre par rapport à ces deux messieurs qui sont honorés. Donc, si aujourd'hui, on est en train d'honorer Lumumba par ce monsieur qui a pris sa posture au niveau des stades du Maroc, et tout le monde a compris qu'il y avait un respect à ce monsieur. Vous savez, il y a un Marocain qui avait marqué le but, il est allé se moquer de Lumumba. Et la fédération marocaine était dans l'obligation de s'excuser.
Pas parce qu'ils se sont excusés grâce à ce monsieur qui a pris la posture de Lumumba, mais par rapport au nom de Lumumba. Donc, IDPS et vos alliés, vous devez commencer à respecter les pères des autres. Quand vous ne respecterez pas Lumumba, quand vous ne respecterez pas Lumumba, Kassavubu, tous ces gens-là, nous aussi on va s'organiser. Vous avez votre père, non? Nous aussi on va commencer à tirer sur lui. Quelqu'un qui a fait plus d'1 année dans une morgue. Ça aussi on doit se permettre de vous rappeler. C'est voilà maintenant le Corneille Moulumba qui est en difficulté parce que c'est quelqu'un qui devrait être honoré. Mais comme vous n'avez pas cette habitude d'honorer les gens, voilà pourquoi vous vous comportez comme ceci. Donc, ça dit, je rappelle aux autorités congolaises des régimes en place et aussi je rappelle à tous ces gens qui insultent Lumumba, qui dénigrent facilement M. Laurent Désiré Kabila, bien qu'il ait commis aussi des erreurs, ça nous reconnaissons, mais on ne doit pas commencer à l'insulter pendant que les autres réclament quand même, ou soit regrettent quand même, ils ont perdu un père, ils ont perdu un monsieur qui les a aidés. Mouzé a aidé aussi beaucoup de gens, certains qui se retrouvent avec vous là-bas. Donc il faut savoir peut-être l'honorer et les respecter. Raison pour laquelle j'ai dit que vous touchez au père des autres, nous allons aussi toucher à votre père. Allez, merci. Alors, vous avez suivi un extrait, bien entendu, du ministre de la Justice qui est en train de justifier le fait des interpellations des opposants. Il estime que s'ils sont arrêtés, il y a une méthode particulière pour des cas, par exemple, d'atteinte à la sécurité de l'État, d'instruire. Il a même parlé de la prorogation du délai d'instruction au niveau des services de ces OPJ à caractère, à compétence restreinte. Mais d'abord, je voudrais m'excuser parce que je viens de sortir de mon calme tout à l'heure. J'étais un peu émotionné et émotionnel. Je m'en excuse pour ça. Ça fait vraiment très très mal et à telle enseigne qu'on se fâche parce que quand vous êtes devant un grand juriste comme le ministre de la Justice actuellement, que je connais depuis longtemps, comporte comme un maçon. C'est vraiment comme un simple menuisier qui est en train de confectionner les tabourets. Comment il doit dire ça? Mais quand on lui parle de la légalité fait référence à la loi. En ce qui concerne l'arrestation, on vous dit que l'arrestation, c'est une exception. La liberté, c'est un principe. Quand vous arrêtez quelqu'un, il faut motiver. Quand vous parlez de menuisier, vous faites allusion à la connaissance du ministre. Vous évoquez cet aspect par rapport à quoi? Il est juriste. C'est un juriste chevronné, mais il est en train de protéger son boulot, je comprends. Franchement, il ne doit pas dire ça. Parce que quand vous parlez de l'arrestation, il faudrait que l'arrestation soit régulière. Si l'arrestation n'est pas régulière, ça devient l'arrestation arbitraire. Je viens de vous dire d'abord en ce qui concerne la forme. Quel est le service qui interpelle? Si c'est un service qui est rattaché au président de la République en ce qui concerne la sécurité, il ne doit pas avoir la confusion. CNS, ANER et puis cybercriminalité, ce ne sont que des renseignants, des consultants du président de la République. Ils sont comme les conseillers du président de la République en cette matière. Mais la loi ne reconnaît pas qu'ils puissent être opérationnels et commencer à faire la détention, arrêter les gens, juger et puis établir les notes de perception. Ça, je ne peux pas supporter. Quand le ministre dit que non, dans certains services, dans certaines matières, il y a une prolongation de détention. Mais oui. Mais qu'est-ce que la loi prévoit? Parce que lui veut parler de la légalité. La loi prévoit quand quelqu'un est arrêté, il doit être présenté devant les juges de détention. Que les juges puissent régulariser la détention. C'est à ce niveau-là que nous devons enseigner nos enfants. Mais comme lui, là, c'est pas au niveau du parquet, M. Loulou. Ça sont des bêtises. La régularisation de détention à chambre de conseil, c'est pas au niveau du parquet. Ici, c'est au niveau du parquet. Mais, oui, mais ici, oui, c'est au niveau du parquet. Les OPJ à caractère à compétence restreinte qui, pour lui, peuvent détenir pendant un temps un peu long pour raison d'instruction et pour raison... Mon frère, s'il vous plaît, je ne sais pas. Je pense que je ne suis pas en train de faire un débat avec vous. J'essaie de vous poser des questions. Justement, un OPJ à compétence restreinte. Je me réfère à ce que dit le ministre. Je me réfère à un OPJ à... Je dis au ministre, un OPJ à compétence restreinte, un OPJ à compétence élargie, tous sont soumis à la loi. C'est-à-dire, ils ont pour chef autorité judiciaire les parquets. C'est comme ça, il faut voir ça. Et encore, quand vous dites que dans certaines matières de renseignement, et vous faites allusion à quel service OPJ? À l'ANER.
s'il faut considérer l'ANER comme OPJ, rentrer dans des missions de l'ANER, ce n'est pas indiquer l'ANER, on doit avoir un OPJ là-bas. L'ANER a un problème d'analyse, de récolter des renseignements et de les fournir à son patron qui est le chef de l'État. Le chef de l'État maintenant va s'en servir quand il va convoquer le Conseil national de défense au regard de l'article 83. C'est là ils vont soumettre les inquiétudes de la nation pour dire que voilà, à tel niveau, j'ai eu les renseignements à mes services, comme quoi tel monsieur est dangereux pour la nation. Voilà comment ça se passe. Quand le ministre vous dit que nous devons constater les arrestations et régulariser, ça veut dire quoi? Il faut régulariser les arrestations. Quand un OPJ a quelqu'un chez lui, devant lui, il arrête. Ce monsieur-là bénéficie de la liberté, de la présomption d'innocence. Il est d'abord présumé innocent. Et il instruit le dossier. Il va fixer le dossier avec notre OPJ et il transfère le monsieur au parquet. Quand le parquet va arrêter le monsieur, il va continuer les enquêtes. Le parquet peut dire écoutez, l'OPJ, ANER ou soit des MIAP ou soit... Continuer les démarches. Entre-temps, moi, je les garde chez moi. Et le parquet a 7 jours. Sur les 5 jours, il doit présenter le monsieur devant les juges de liberté et d'intention. Pour justifier, pour dire que voilà, le monsieur, nous l'avons arrêté un jour. Les juges vont vérifier l'arrestation. C'était à quelle heure? C'était le premier. Les premiers à quelle heure? Les juges vont compter même les heures pour voir Donc, si ils ont respecté les délais. L'argument du ministre évoquant le caractère sensible du dossier qui fait que l'instruction au niveau de ces différents services par ces OPJ à compétences restreintes soit prorogée ne tient pas. Mais je vous dis qu'il n'y a pas des OPJ à compétences restreintes à ce niveau-là, du niveau de l'ANER. L'ANER ne peut pas disposer des OPJ. La Cour de quoi? L'autre, le Conseil national de sécurité ne peut pas disposer des OPJ. Mais cybercriminalité, non. Parce qu'ils sont des organes consultatifs du chef de l'État. Comment on peut les appeler, ces gens qui instruisent le dossier? Parce que Nathanaël, entendre la révélation de cette Kikouni, a été, par exemple, interrogé. Quelle qualité vous leur attribuez, selon vous? Ce sont des délinquants, des usurpateurs de fonction publique. Tu es satisfait? Voilà la réponse. Je suis dit, ils sont des usurpateurs de fonctions publiques protégées par la loi. Parce que nous avons la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des OPJ. Va voir la loi, c'est la loi numéro 13/11-B du 11/4/2013. Un officier de OPJ, c'est-à-dire officier OPJ, officier de police judiciaire, doit être assermenté. Le parquet doit connaître. Comment voudrez-vous que le parquet reconnaisse un OPJ dans un service qui ne peut même pas, par sa mission, d'avoir un OPJ? On vous dit que l'ANER ne peut pas avoir des OPJ. Comment on ne comprend pas? Qui doivent attendre au niveau des services, c'est ces gens qui auditionnent. Vous avez dit qu'ils n'ont aucune qualité. Si oui, mais comment les parquets réceptionnent les procès-verbaux qu'ils établissent pour arriver enfin à fixer le dossier si jamais l'instruction continue dans ce sens? Les parquets reçoivent soi-disant ces notes. Pour moi, je peux même confirmer que si les parquets reçoivent à ce niveau-là, les parquets peuvent recevoir ces notes, mais ces notes ne peuvent pas être considérées comme des preuves probantes. Et même en ce qui concerne les PV établis par des OPJ, s'il vous plaît, même en ce qui concerne les PV établis par des OPJ compétents, la loi est claire. Ces OPJ, c'est-à-dire ces PV, jusqu'à preuve du contraire, on ne doit pas croire à ça. Jusqu'à preuve du contraire. C'était les tribunaux et que les tribunaux puissent soumettre ces accusations devant le public, c'est-à-dire en public, et pour permettre à ce que la partie adverse puisse être informée et finalement après peut-être réagir. Et je vous dis, selon les jurisprudences, tous les PV, toutes les notes, tous les rapports obtenus en violation de la loi concernant au niveau de l'OPJ, ce sont des documents nuls et non avenus. Ça n'a pas de force probante. Donc, c'est-à-dire au niveau du parquet actuellement dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Comme le parquet est confronté, parce que le parquet est tellement malmené par ces gens de sécurité, ces gens de renseignement, ils sont obligés d'accepter. Ils essaient de voir, c'est ce que le ministre a dit, ils vont essayer de voir comment régulariser. Ils vont maintenant jouer ou soit requalifier à ce niveau-là. Mais il faut poser la question, comment est-ce que vous avez obtenu mon client devant vous, les parquets? Comment est-ce que mon client s'est retrouvé devant toi, les magistrats? Ils vont te dire que non,
C'est les services tels qui m'envoient. Maintenant, il faut poser la question à ces magistrats, ou soit au parquet. Est-ce que vous êtes informé que ce monsieur-là n'est pas OPJ? Ils vont te dire que Soukiwana, parce qu'ils peuvent aller loin. Mais parce Sinon, que le même ministre dit, danger pour la... le ministre a essayé d'expliquer l'intention, la bonne du gouvernement de vouloir faire respecter les droits de chacun. Vous pensez que c'est de mauvaises ou de bonne foi selon vous? Mais quand le ministre dit qu'il est conseiller juridique du gouvernement, et à chaque fois qu'il y a interpellation, ils essaient de donner les conseils pour voir dans la mesure du possible comment légaliser. Tout se retrouve dans cette phrase. C'est-à-dire le ministre reconnaît qu'il y a des arrestations arbitraires, et il reconnaît qu'il y a des enlèvements, mais compte tenu du fait qu'il y a une situation en vie dans le Congo, il justifie ça pour dire que le parquet maintenant vient pour légaliser et puis finalement présenter auprès du juge. Mais si nous sommes devant un juge sérieux, on va seulement se dire que non, ce dossier-là, c'est un dossier à rejeter parce que moi, je ne peux pas tenir compte de ça. Je vous ai parlé, je pense, par la fois passée pour dire que, s'il vous plaît, je vous ai parlé la fois passée pour dire que Maduro a été enlevé par l'administration Trump et il a été présenté devant les juges. On va chuter par là. Quand le juge demande à ce que Maduro se présente, Maduro se présente comme qui? Il dit que je suis le président élu de Venezuela. Alors, ça va bloquer la justice. Alors, vous allez remarquer maintenant que nos juges et magistrats tirent les leçons de ce qui va se passer aux États-Unis. Quand les juges vont dire à Donald Trump que vous nous avez... On va chuter par tout à l'heure parce qu'on doit finir déjà. J'aimerais que vous résumez sous quel angle vous inscrivez ces différentes interpellations des opposants. S'il faut parler des enlèvements, parce que le ministre a essayé de justifier ces arrestations, bien que le zère et le circonstance de leurs interpellations ne respectent pas vraiment la procédure en la matière. Est-ce que vous les inscrivez, ces différentes interpellations, dans la logique des dialogues en vue? Bon, je ne sais pas si vous parlez de monnaie d'échange, si vous parlez de monnaie d'échange, est-ce que ça s'inscrit dans cette logique? C'est une mauvaise politique, c'est une mauvaise approche. S'il y a quelqu'un qui a conseillé les chefs d'État dans ce sens, je pense que c'est déjà un échec. Or, nous sommes à un niveau où il faut commencer à recréer d'abord la confiance. Pour recréer la confiance, il ne faut pas jouer aux sapeurs-pompiers, c'est-à-dire pyromane. Vous allumez et puis vous venez pour dire que voilà, je suis Superman pour éteindre les faits. Non. Il faut peut-être suivre les exemples, des conseils, ce que les autres ont fait avant. Kabila a été confronté à une situation en 2016, il devrait... avait fait gérer les gens pour que les gens acceptent les machines à voler. Kabila était obligé d'adopter une démarche de profil bas. Et finalement, ceux qui ont dit qu'ils ne vont pas accepter la machine à voter ont accepté ces machines à voter. Donc, c'est ce que Tshisekedi devrait adopter. Finalement, on va venir. Maman, tel est sur le Camboyo. Ce sont des naïfs. Moi, je dis qu'un sorcier qui t'a envoûté, il ne faut pas croire qu'il deviendra un jour guérisseur. Il faut encore te réenvoûter davantage pour que tu sois encore en difficulté. Alors, les arrestations, que j'ai déjà épinglé, que ces arrestations ne respectaient pas la procédure dès le départ. Pourquoi? Les services ANR, Conseil national cyber, étant donné qu'ils sont dépourvus de cette qualité des OPJ, ils ne peuvent pas dresser les documents, ils peuvent saisir même les parquetiers. Et aussi, je ne pas seulement dire que je ne me sens pas, et en plus au ministre de la Justice, régulariser la situation. Régulariser la situation va tout simplement dire ramener tous ceux qui sont devant leur juge naturel. Nous avons un juge de détention et les juges de liberté. C'est lui qui va estimer pour dire que voilà, vous avez respecté la procédure, les faits sont probants et il y a une justification. Vous pouvez prolonger. Donc, le parquet ne peut pas prolonger de lui-même. Mais le parquet doit avoir la permission du juge de détention de peine. D'accord. L'avant-dernière question, Maître Loulou. Liberté. Alors, si le ministre peut se dire que c'est normal, on peut arrêter autant de fois, même jusqu'à ce que la guerre finisse, on va arrêter les gens sans que ces gens soient devant leur juge naturel. Je pense que il doit être considéré comme un ministre de la Justice et non comme ministre. Maître Loulou, si vous considérez que ces arrestations ne respectent pas la procédure, on va finir à l'avant-dernière question avant que vous abordiez l'aspect de l'enlèvement aussi de Maduro pour parler plus rapidement de façon technique les circonstances et les conséquences sur le plan international. Est-ce que si vous considérez que ces arrestations ne respectent pas la procédure, si vous dites que ce sont des interpellations politiques à des fins politiques,
Qu'est-ce que cela viserait selon vous, la finalité? C'est de créer une peur, hein. C'est de traumatiser, d'intimider ceux qui vont s'apprendre demain à critiquer les chefs de l'État. Parce qu'aujourd'hui, critiquer les régimes, parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent pas encore, ils se réservent. Il y a beaucoup, je vous informe, qui attendent que nous atteignions le 1er janvier 2029. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent, bon, il faut d'abord lui donner le bénéfice des doutes. Il a encore le mandat. Bon, il y a des gens qui sont un peu éduqués dans ce sens-là. Ils ne refont que regarder. Alors, comme nous apprenons que lui va faire la remise des épices avec Jésus-Christ, et puis la République démocratique du Congo va se transformer en un royaume. Donc, ils sont déterminés à garder les pouvoirs en violation même de la Constitution, parce que même lui-même dit que c'est une Constitution qui a été élaborée par des étrangers, il n'en précise pas. Je pense que nous attendons tous le 1er janvier 2029. Comme ça, en ce moment-là, nous serons devant un président illégitime. Et puis, pour préparer cela, le gouvernement est en train de créer les services qui vont l'aider, n'est-ce pas, à faire la répression, que j'appelle la Gestapo. Donc, vraiment, c'est une Gestapo, mais ce qui est regrettable, c'est une dame. Or, moi, de nature, je sais que les dames sont douces. Alors, une dame pareille, c'est pas une dame pareille qui va se comporter comme... et même Satan s'étonne, hein? Même Satan s'étonne à un certain moment. Satan dit que j'ai un rival. Alors, maître, on va finir l'affaire Maduro rapidement en 1 minute parce on va conclure ce magazine. On l'a annoncé au début, l'interpellation, dire l'arrestation, l'enlèvement de Maduro a créé une confusion par rapport aux circonstances de son arrestation. Sur le plan des droits ou sur le plan international, quelle analyse faites-vous concrètement? Et est-ce qu'on peut faire une étude comparative à la situation du Congo démocratique ou espérer voir Paul Kagame? Vous êtes là? On peut espérer Oui, voir Paul Kagame être interpellé autant que Maduro l'a été si jamais il ne respectait pas sa part d'engagement par rapport à la situation qui prévoit à l'est du Congo démocratique. Surtout que c'est le Washington qui, les États-Unis qui a ainsi réagi. Bon, ça, c'est regrettable. C'est comme c'est qui tient la justice en état. C'est-à-dire comme nous disons que le pénal tient les civils en état. Ici, je peux dire que c'est la politique, c'est-à-dire relations internationales, tient le droit international à l'état. Je peux vous dire, je suis faible, je suis incapable de vous dire comment est-ce que je peux interpréter, comprendre la situation de Maduro. Et s'il faudrait même la juxtaposer avec la situation de Kagame. Bon, s'il faudrait commencer par la situation de Kagame, je peux te dire déjà, dès lors que nous avons la résolution 2773 qui reconnaît que Kagame a agressé, la conséquence veut que nous puissions attribuer toutes les morts des Congolais à Kagame parce que c'est suite à cette agression. Et aujourd'hui, on reconnaît quand même qu'il y avait agression. Et je vais vous rappeler, vous surprendre aussi, la période de Kabila, M. Laurent Désiré Kabila, la communauté internationale disait que c'est un problème interne entre Congolais. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est Kagame qui a agressé la RDC. Donc, partant de là, c'est un élément important pour que la France, en tant que membre du traité de Rome, saisisse la Cour pénale pour que Kagame réponde. Parce que la Cour pénale est compétente pour ce qui concerne le génocide, en ce qui concerne les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais vous avez vu, il y a des crimes de guerre documentés. Quand on vous dit qu'il y a des gens qui sont décédés, violés, des petites filles violées, des vieilles dames violées. Donc, moi, je pense que ça pourrait déjà donner un go pour permettre à ce Kagame soit devant la justice. Mais on va créer une situation en Venezuela pour dire qu'à Venezuela aussi, Venezuela ne respecte pas les droits de l'homme et ne serait pas un président élu. Or, la situation avait évolué au niveau de Venezuela. Venezuela, certes, Maduro avait posé candidature. En posant la candidature, il y a eu une contestation politique et la contestation politique voulait que comme le Parlement était majoritairement opposition et on va contester les résultats organisés par Maduro au niveau des résultats provisoires et directement le Parlement avait pris option d'échoir Maduro. Or, la procédure veut que quand vous faites la recommandation, la résolution de décevoir un président, il faut transmettre le dossier au niveau des cours suprêmes de la justice pour valider. Et ça fait que Maduro va prendre les résultats qui a fait l'objet de la contestation, ramenant cette contestation politique au niveau de la Cour. La Cour va examiner et va donner enfin
Maduro comme gagnant, c'est-à-dire légitimer Maduro comme gagnant, reconnu Maduro comme gagnant. Et au niveau du Parlement, quand ils ont compris que la Cour a déjà donné sa position, le Parlement va se retirer. Mais entre-temps, c'est-à-dire entre le temps de la contestation devant la Cour et la décision de la Cour, l'arrêt de la Cour suprême de Venezuela, beaucoup de pays avaient pris opposition. Certains pour Maduro, certains contre Maduro, dont les États-Unis, qui avaient déjà juré pour dire que pour les États-Unis, Maduro serait plus président parce qu'il est illégitime. Les États-Unis de Trump ignoraient que cette procédure avait évolué parce que Maduro avait saisi le coup. Donc, du moment où la Cour suprême d'un État valide des résultats, c'est comme chez nous. Nous avons dit qu'il a fallu nous laisser seulement, c'est la Cour qui a validé Tshisekedi. C'est ça la procédure, la légalité. Vous suivez la légalité jusqu'à accepter d'aller vous confronter devant la Cour. La Cour donne raison à Tshisekedi. C'est fini, on doit s'incliner. C'est ainsi, juridiquement, Maduro est président légal, mais politiquement, il y avait contestation, laquelle contestation ne devrait pas donner l'ego à un président des États-Unis d'aller enlever l'autre président prétextant qu'il est illégal. Ce n'est pas les États-Unis qui doivent commencer à dire qui est légal et qui ne l'est pas. Raison pour laquelle nous disons qu'il y avait violation des droits internationaux, parce que vous amenez quelqu'un devant la justice interne, c'est quelqu'un-là, c'est un étranger, et encore, c'est un président en exercice. Je pense que la justice américaine sera en difficulté de suivre les bêtises de leur président Donald Trump. En ce qui concerne Kagame, si vous disposez des éléments attestant que Kagame a agressé, ça nous l'avons déjà, parce que nous avons la résolution de 773. États-Unis, c'est la dernière question pour finir. À partir de cette résolution, États-Unis, facilement. Vous pensez qu'à travers l'accord de Washington, nous pouvons avoir l'appui des États-Unis pour un jour respirer, voir Kagame être interpellé au même titre que Maduro? C'est la fin. Non, ça dit les États-Unis, depuis bien avant, les États-Unis, par qu'on appelle, le savant Albert Einstein avait déjà dit que celui qui va contrôler la République du Congo va contrôler le monde. Les États-Unis contrôlaient déjà la République du Congo. Mais les États-Unis ont compris au fil du temps, il y avait présence de ses adversaires qui sont venus s'infiltrer, comme la Chine et la Russie qui travaillent ensemble pour récupérer le minerai. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la Chine est telle qu'elle est aujourd'hui. Les États-Unis vont comprendre pour dire que je dois récupérer la République du Congo. Alors, pour récupérer la République du Congo, il a eu l'opportunité. L'opportunité a été offerte par Félix Tshisekedi, qui est allé voir, parce que selon Donald Trump, il était là chez lui calmement. Il y a des gens qui sont venus lui dire viens prendre. C'était Félix Tshisekedi. Il va se réveiller pour dire qu'attends, il y a quand même des choses à récupérer là-bas. C'est ainsi qu'il est venu récupérer ce que peut-être avaient déjà les États-Unis bien avant. Il va seulement sécuriser. Alors, s'il faudrait que les États-Unis signent un accord directement avec la RDC, ça aurait été mieux. Parce que c'est ce que Tshisekedi voulait. Et c'est ce que nous aussi on a encouragé, d'avoir une relation directe avec les États-Unis sans intermédiaire. Mais il y a un lobbying de Paul Kagame au niveau des États-Unis qui ont fait qu'on puisse ramener Paul Kagame dans nos discussions et poser la signature de paix avec Paul Kagame et puis avec la signature de... À ce moment-là, alors moi je pense que dès lors que lui se retrouve dans ce deal et que ses intérêts ne seront pas dérangés, je ne pense pas qu'il va bouger le tir qu'il a même créé. Donc pour que les États-Unis soient sûrs qu'il va surveiller la RDC, il doit avoir un fouet. Or, notre fouet, c'est Paul Kagame. Donc, Paul Kagame sera là. Dire qu'il sera arrêté comme Maduro, je ne pense pas, parce que les États-Unis, s'ils vous arrêtent, c'est que vous avez violé réellement les accords du deal secret que vous avez signé. Maduro a violé le deal secret parce que pour les États-Unis, le pétrole du Venezuela, comme Chavez avait ravi pour donner aux Chinois, c'est pour donner aux Américains. Or, Maduro vient continuer ses relations avec les Chinois. Voilà pourquoi les États-Unis sont allés faire n'importe quoi là-bas. Merci beaucoup, Maître Loulou. On vous retrouve prochainement. Je rappelle que vous êtes activiste des droits de l'homme, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa, Matete, mais aussi près la Cour d'appel de Kulou, ex-barreau de Bandundu. Vous étiez depuis Paris pour répondre à notre question dans le cadre de ces magazines. Parlons justice. Merci à Moïse Lelo, Junior Kassanda et Christian Banjolo qui étaient du côté de la technique, qui ont permis que nous puissions vous avoir en ligne. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à vous d'avoir été nôtre et bon séjour à Paris.